Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec moi pour cette deuxième heure, Vincent Roy. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Jolie coupe de cheveux, c'est assez disruptif. Oui. On fait de la radio Pierre. Hein, oui. Je suis obligé d'informer les auditeurs d'Europe 1 que vous avez l'impression que vous êtes passé chez le Merlan de la Légion étrangère. Là, j'allais vous dire que nous fêtions, ça ne vous aura pas échappé, nous fêtions Cameron. C'est ça. Et que je me suis on l'a dit, Rudy Saad l'a dit dans son journal. Voilà, je me suis donc conformé. Oui. Vous avez oublié le treillis. J'ai oublié le treillis. Bah oui, pour venir ici, j'ai pas gardé de treillis. Mais la coupe de cheveux, ça me paraissait intéressant de signaler mon attachement à la Légion française. Voilà. Très bien. Louis aux haltères avec une coupe. Ça va. Fallait pas des cheveux normaux. Non mais ce soir, oui, ça va. Je suis pas passé aujourd'hui, mais bon, je ferai au prochain anniversaire de la bataille de Cameron. Au Figaro, on impose des coupes. C'est uniforme. Réglementaire. Uniforme et coupe réglementaire, évidemment. Ça nous sommes très libres. Moi, mes cheveux, ça va. Oui, non, mais je parlais. Cette ambiance un peu pagailleuse, j'allais dire, du studio d'Europe 1. Je connais le studio d'Europe 1. J'ai la chance de venir régulièrement. Vous êtes la bienvenue en tout cas dans Europe 1 Soir avec un livre, Le bon droit en toute saison. Alors c'est assez amusant, ça m'a fait penser à un sketch de Coluche qui commence par si j'ai bien compris parce que j'ai tout lu Freud. Et il enchaîne en disant, souvenez-vous, moi, si j'ai bien compris, dans la vie, il y a deux problèmes, le cul et le fric. Comme tout le monde a un cul, je vais m'occuper du fric. Bon, alors, il y a un peu les deux. Il y a un peu les deux dans votre livre. Il y a un peu les deux dans votre livre. Le bon droit en toute saison, signé Sarah Salman chez Robert Laffont. Et voilà que vous donnez toute une série de conseils dans toutes les situations dans lesquelles on peut se trouver, que ce soit la vente de votre appartement chez le notaire, les violences conjugales, et c'est un sujet fort, et en même temps, toute une série sur le mariage. Alors, je ne sais pas si vous êtes, j'allais dire, obsédé par le sujet, mais comment payer son divorce le moins cher possible? Faut-il encore se marier en 2025 Je vous regarde, Vincent Roy. Le devoir de fidélité a-t-il encore un sens? Le mariage est l'art de ne pas résoudre à deux les questions que l'on ne se posait pas lorsque l'on était seul. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Existe-t-il un devoir de fidélité pour les concubins et les partenaires de Pacs? Est-ce que le Pacs c'est mieux que le mariage ou inversement? Bon, qu'est-ce qui s'est passé, Sarah Salman? Alors, il faut savoir que je fais du droit de la famille et que les questions qui sont dans ce livre sont celles qui reviennent le plus et qu'on me pose le plus souvent. Moi, je connais des anciens clients. Vous avez fait une to-do list après j'ai regardé les expériences de terrain, quelles sont les questions concrètes des gens. Et effectivement, l'infidélité revient régulièrement. Est-ce que le devoir pour faute existe toujours? Vous avez des gens qui vous disent non, ça n'existe plus. Donc on peut être infidèle, on risque rien. En réalité, le divorce pour faute existe, et si vous êtes infidèle, je sais pas pourquoi tout le monde me regarde comme ça avec insistance. Non, mais on vous écoute. Je plaisante. C'est vous l'avocat dans l'histoire. Et en réalité, j'explique, quand on est concubin, il n'y a pas de devoir de fidélité. Enfin, moralement, vous avez un devoir de fidélité, mais juridiquement, vous n'en avez pas. Et donc, j'explique un petit peu, est-ce qu'il faut se marier? Oui, non, quelles sont vos obligations et quels sont les recours aussi. Je parle notamment des pensions alimentaires impayées, c'est un vrai sujet. Vous avez plein de mères seules. Il y a eu une législation dernièrement. Exactement, j'en parle dans mon livre, parce que vous avez plein de mères seules qui galèrent beaucoup. Il y a des pères qui sont condamnés à verser des pensions sur le papier et il ne se passe rien. Donc j'invite vraiment les mères concernées, je dis les mères parce que ce sont souvent les femmes seules, à faire les procédures. C'est pas si compliqué et on peut les faire. Et en réalité, il y a plein de procédures quand on maîtrise ses droits qu'on peut gérer soi-même. Je parle notamment des factures impayées. Vous avez plein de gens qui se disent ma facture est impayée, non mais je vais pas payer un avocat pour ça, ça va me coûter plus cher que la facture elle-même. En réalité, quand vous avez les bons réflexes, vous pouvez résoudre le problème vous-même. Alors je dis pas qu'il faut se passer d'un avocat, je suis avocate moi-même, c'est pas ce que je dis, mais il y a beaucoup de choses, quand on maîtrise ses droits, qu'on peut gérer soi-même. Oui, enfin aussi on peut prendre un avocat et se faire rembourser au titre de l'article 700. Ça c'est s'il y a un procès. S'il y a un procès. Au civil c'est l'article 700, au pénal c'est un autre article du code de procédure pénale, mais pour une simple facture, il n'y a pas forcément de procès. Vincent Roy. Non, mais restons sur la question de l'infidélité, parce que vous avez ouvert le débat. Moi, je pense que tous ceux qui nous écoutent là sont particulièrement intéressés. Vous dites que le divorce pour faute, pour faute, dites-vous, existe encore. Encore faut-il prouver? Comment prouver l'infidélité? Alors toujours le même recours au Nestor Burma du coin pour suivre. C'est toujours possible le détective privé. Alors à vos frais, mais c'est naturellement possible. Et souvent, alors dans les divorce que je fais, ça se voit le plus en fouillant dans le téléphone. Alors, on n'a pas le droit de fouiller dans le téléphone du partenaire, mais souvent, l'infidélité est découverte
en fouillant souvent, Et en ça fouillant suffit le à faire téléphone. preuve Ceux qui ont un doute ce soir, Ils sont tous en train ne d'effacer leur cherchez numéro pas de téléphone. ailleurs, allez voir dans le téléphone. Après, C'est je pense- simple, c'est sur la table de nuit. On va déclencher Je pense notamment, j'en avais parlé aussi dans un de mes livres, c'était l'infidélité en ligne qui avait été sanctionnée, c'est l'adultère virtuel où une personne avait été condamnée pour avoir échangé virtuellement avec quelqu'un d'autre en ligne. Bon, Donc, ça c'est un peu de la folie. Il y a pas pourquoi tromperie. ça dépend ligne. de ce que vous envoyez. Hein. Si vous envoyez plein de photos suggestives, on peut en discuter. Oui, enfin tout ça me paraît. Mais moi je pensais que le divorce pour faute avait vraiment disparu. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous, qui pensent que, par exemple, ne pas contribuer aux charges du mariage, c'est une faute. Oui, mais Oui. c'est non. Donc vous pouvez poursuivre pour faute. Oui, Après, il y a d'accord. d'autres divorces. J'en parle. Regardez Louis Oselter, il a l'air Non, en fait, dubitatif. j'essaie de me rappeler ce qu'on m'a dit à mon mariage. Il me semble que le maire ou l'adjoint au maire Oui. lit certaines obligations Bien des sûr, époux. Alors, le évidemment, devoir pas de tout le code fidélité. civil, mais je crois que ça en fait partie. Alors, 212 le du maire code ne lit pas civil. toujours. Souvent, on parle des enfants, mais il me semble que ça fait partie des devoirs conjugaux. C'est un que devoir, peut effectivement. Moi, lire j'ai appris dans l'officier d'état civil à ce moment-là. Moi, j'ai appris Mais moi, on dans m'a le pas lu livre. l'article. Moi, j'ai appris dans le livre de Sarah qu'on pouvait habiter dans 2 endroits différents et continuer à être fidèle. Ça s'appelle la Alors, séparation de corps. La séparation de corps, c'est une procédure en tant que telle où vous le faites soit à l'amiable, soit devant un juge. Les gens le font généralement soit pour des raisons sociales, pour dire je suis encore marié, soit pour des raisons religieuses. Vous avez des personnes qui ne souhaitent pas divorcer, mais c'est possible. Effectivement, la séparation de corps, c'est assez méconnu. Il y a quand Tout même peu de existe. gens Tout est la preuve. qui font une existe. séparation de corps. Alors ensuite, ça commence d'ailleurs par toute une série, j'allais dire, de chapitres sur l'immobilier. Punaise de lit. Ah oui. Qui doit payer la désinfectation, le propriétaire ou le locataire? Le propriétaire a-t-il le droit de garder un double clé? Bah non, bien sûr que non. Le propriétaire peut-il m'empêcher de fumer? Mon propriétaire peut-il m'empêcher d'avoir un animal de compagnie? Vous avez un animal de compagnie? Non, pas du tout. Vincent? Et vous? Moi, non. Moi, oui. Non. Et alors? Ça se passe bien? Oui. C'est quoi? C'est un poisson rouge? C'est un chihuahua. Un chihuahua. Oui. Ouais. C'est marrant, Qui est je ne vois déjà pas venu du tout chez avec un Europe. chihuahua. Ah oui? Ouais. Il s'appelle comment? Triomphe. Voilà, Triomphe. C'est modeste. Oui, très bien. Pourquoi toute cette... Alors, je vais vous dire pourquoi sur l'immobilier, parce que moi-même, j'ai dû... En vrai, il s'était mis. J'ai dû louer un logement, j'ai dû en acheter un, et j'ai vu à quel point il y avait des galères pour tout. Par exemple, le DPE, vous ne pouvez pas louer si le DPE est à G, et la banque ne vous prête pas si c'est à F ou à G. Donc on en arrive à des logiques kafkaïennes où je me suis dit, faut que j'en parle, parce que si moi-même ça me concerne à mon niveau, ça doit concerner quand même beaucoup de gens. Même pour louer un logement à Paris, je vais vous dire, c'est la croix et la bannière, et il y a beaucoup de gens, j'en parle dans mon livre, qui font des faux. J'explique aussi les sanctions théoriques et pratiques, c'est pas exactement la même chose. Et pourquoi ils le font? Parce que c'est très très difficile de louer en réalité. Il y a une folie d'énorme, Louis Oselter. Il y a une bureaucratie. Ah bah oui, notamment. Bon, en fait, d'ailleurs, c'est paradoxal parce que être propriétaire, c'est parfois le parcours du combattant. Être locataire, en fait, dans les grandes villes aussi, c'est le parcours du combattant parce qu'on demande un dossier pas possible. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai, notamment quand j'étais étudiant, mais en fait pas que. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans la vie active, qui ont un CDI, qui ont 40 ans. On va leur demander des garants pour prouver qu'ils peuvent payer leur loyer. Et pour en revenir à la question du droit et des normes, effectivement, ça, enfin, est-ce que quelque part trop de droits n'encourage pas la fraude au droit, c'est-à-dire le fait de puisque tout ce droit me dépasse, puisque je n'arrive pas à le maîtriser, puisque ça me coûtera cher d'essayer de le maîtriser. Eh bien, je vais, c'est l'exemple que vous venez de citer, je vais faire des faux pour essayer de le contourner. Voilà. Et il y a la sanction théorique, faux usage de faux, c'est une infraction pénale, et il y a la pratique où, en général, quand il y a un faux, je le mets dans mon livre, je parle des statistiques, le dossier est écarté, on passe à autre chose. Donc, vous avez beaucoup de gens qui se disent, dans ce cas-là, autant faire un faux. Et c'est à cause de cette bureaucratie, de cette folie administrative, où louer un logement, effectivement, c'est le parcours du combattant. Et à propos des DPE, vous avez des appartements qui baissent de cote parce qu'ils sont en G, par exemple, et qui ne sont plus vendables. Enfin, ils ont sur le marché, ils ont perdu beaucoup de leur prix. C'est une décote. Mais en réalité, c'est complètement idéologique parce qu'on va dire aux gens, on préfère que vous dormiez dehors que dans un studio classé G. Donc c'est parfaitement lunaire en réalité. Lunaire. Je ne sais pas si vous abordez la question des squatteurs. Parce que sur l'immobilier, c'est aussi, alors politiquement, ça revient souvent, c'est quand même un mur sur lequel, c'est formidable, je vais le lire. Oui, j'ai un long chapitre sur les squatteurs. La classe politique régulièrement, on leur dit, mais faites des lois pour permettre aux propriétaires de récupérer plus vite un bien squatté. Il y a derrière une loi. Il y a des choses qui ont été faites, j'en parle dans mon livre. Est-ce que ça a des effets cette dernière Alors, quand on augmente les sanctions, ça n'a pas d'effet puisque les squatteurs sont par nature insolvables. Donc, que vous les condamniez à 15 000 ou 45 000 euros dans la théorie, de toute façon, au final, ils vont pas payer grand-chose. Après, il
y a des lois maintenant qui permettent d'aller un peu plus vite. Et j'en parle dans mon livre. Ce qu'il faut, c'est réagir le plus vite possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser la situation s'envenimer. Vous avez plein de gens qui essaient de dialoguer avec les squatteurs. Non, s'ils sont rentrés par effraction, a priori, il n'y aura pas de dialogue amiable. Il faut aller devant le juge. Et pourtant, dans mon livre, j'encourage beaucoup à régler les choses de façon amiable. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut régler, que ce soit notamment le divorce ou les situations avec son employeur, de façon amiable. Pour les squatteurs, il faut aller au contentieux. Non mais attendez, Sarah, vous arrivez chez vous. Votre appartement, vous êtes parti le matin. Qui guette. Vous êtes parti le matin. Vous arrivez chez vous. Il y a quelqu'un, enfin il y a une famille qui squatte. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible tout de suite de faire intervenir le commissariat? Je fais le type très bête, hein, mais pourquoi il n'est pas possible d'appeler directement le commissariat en disant voilà mon acte de propriété, voici ma pièce d'identité, je suis propriétaire de cet appartement, il vient d'être squatté, foutez-moi ces gens dehors. Oui. Parce que là, vous me dites, il faut lancer une procédure, vous prévenir le juge, etc. Pendant ce temps-là, ça dure 6 mois, pendant 6 mois, votre appartement est squatté, mais vous vous avez entièrement raison. Moi, si ça tenait qu'à moi, je ferais comme vous, mais il y a des lois qui sont faites où on vous explique la procédure que vous êtes obligé de suivre, sinon c'est vous qui allez vous retrouver en garde à vue, en fait. Non, mais voyez, c'est le principe de légitime défense aussi. Là, d'où l'utilité de faire un livre, parce qu'il y a tellement de procédures à la fois contradictoires et ça évolue beaucoup. Et des choses qui sont évolutives, qu'à la fin, Mais j'ai quand même une question. Alors, c'est une question que je devrais poser plutôt dans une semaine, parce que le livre sort aujourd'hui, 30 avril. Il n'y a pas des avocats qui vous ont téléphoné en disant « T'es bien gentil, mais ça casse un peu le métier ». Si, mais moi je leur réponds que je dénonce aussi les confrères qui font des divorces à 300 €, où c'est vraiment une aberration. Donc c'est plus eux qui cassent le métier plutôt que moi en réalité. Vous allez dire qu'il y a des avocats low cost? Alors je me permettrai pas de dire ça de mes confrères, mais il y a du travail low cost. 300 €, on a compris que bon. Par consentement mutuel, ça coûte pas cher. Oui, mais ça coûte pas 300 € TTC. Enfin, il y a un moment. Ça coûte combien? Ça dépend de quel confrère vous allez voir. Ça coûte combien en moyenne? Ça dépend si vous avez un bien, des enfants. Je peux pas vous dire. Non, mais il n'y a pas de bien, pas d'enfants. Ça peut couper. On est plus aux alentours de 2000, 3000 que 300. C'est ce que j'allais dire. 300 € TTC, vous allez sur des plateformes où ils vous demandent si vous avez un autre avocat, si vous n'en avez pas un, ils vous en recommandent un. Déontologiquement, en termes de principe d'indépendance, c'est quand même 0. Donc ceux qui cassent le marché, ce sont plutôt eux. Mais il y a aussi il y a des plateformes d'assistantes juridiques. Vous avez un abonnement, je crois, par an, et puis si jamais il vous arrive quelque chose, ça c'est. Vous parlez peut-être de l'assistance juridique, du contrat assistance juridique. Ça, j'en parle aussi dans mon livre. Ça, c'est plutôt pertinent. C'est avec l'assurance habitation. Vous pouvez dire, je voudrais aussi une assurance juridique ou avec une autre assurance. Et si vous avez un problème et que c'est pris en charge, eh bien ça marche. Mais il faut vérifier le plafond. Si jamais il y a un problème. Bien sûr. C'est quand Chihuahua a mordu le voisin. Oui, ou quand un de mes amis a acheté un parking et puis le lendemain il s'est retrouvé avec des poubelles et des vélos devant son parking, etc. Et puis il n'a pas eu besoin d'avocat puisqu'il était protégé par une assurance habitation qui comprenait une assistante juridique. Et puis tout d'un coup il y a eu un avocat qui est sorti comme un Deus ex machina. Ils ne peuvent pas vous imposer le choix d'un avocat. Si vous en avez un, vous dites je veux celui-là, vous le prenez. Si vous n'en avez pas, vous dites est-ce que vous en avez un, ils vous en proposent un. Mais il faut vérifier que le litige soit pris en charge et les plafonds d'indemnisation. Est-ce que vous pensez, je ne dis pas que votre livre sera obsolète très rapidement, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un outil qui va aider les citoyens parfois désespérés face à l'afflux de normes, qui est l'intelligence artificielle, en ce que ça permet de chercher, de brasser des données immenses et en quelques secondes avoir une réponse là où ça vous prendrait des mois ou des années. Non plus là. Non mais Pierre, vous savez ce qui se passe dans les cabinets d'avocats ou de conseil sur l'IA, c'est qu'il y a ils n'auront plus besoin de stagiaires dans quelques mois, quelques années. Justement, dans quelques années, vous avez peut-être raison, je dis bien peut-être, mais là actuellement, j'ai posé des questions de mon livre à ChatGPT, il me sort des réponses d'il y a 2 ans. Qui sont justement obsolètes. Et vous êtes obligé de dire à ChatGPT, mets-moi une réponse actuelle, et là, il vous met la bonne réponse. Donc, c'est plutôt lui qui est encore obsolète. Ce sera probablement plus le cas dans quelques années. Je pense qu'ils se seront améliorés. Et dans quelques années, je ferai un livre peut-être sur autre chose. C'était ma question d'après. Ce livre-là, il a combien de durée de vie? Ça dépend du gouvernement. Est-ce qu'ils vont pondre plein de normes ou pas? Faites leur confiance. Ça, c'est une spécialité française. Pour l'instant, ils sont en train de s'interroger sur la proportionnelle. Donc, c'est vrai, vous avez raison. Ça va prendre un peu de temps. Il faut une loi simplification. C'est une loi pour simplifier. Non, mais une loi de simplification, ils en ont fait 15. J'espère quand même 2 ans. Ouais. Donc, dans 2 ans, à nouveau. Le tome 2. Le bon droit en toute saison. J'ai bugué. Pourquoi? Parce que j'avais
fut un temps un livre qu'on peut retrouver, je pense, sur le Bon Coin ou sur des trucs comme ça, qui s'appelait La cuisine au fil des saisons. Ça m'a fait, et c'était le faire des plats en fonction de ce qu'il y avait à l'automne, en hiver. Mais vous en me fonction donnez des idées. Je ne sais pas légumes. cuisiner, mais peut-être. Voilà, La cuisine au fil des saisons et Le Bon Droit en toute saison. Voilà. Oui, je ne connaissais pas l'existence de ce livre. Bah, il est très ancien et puis il est pratiquement introuvable. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux gens qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat? Et est-ce que donc du coup il faut aller sur ces fameuses plateformes dont j'ai parlé, ou alors on n'a pas parlé d'avocats low cost, mais comme si, est-ce que il faut forcément un ténor du barreau pour vous défendre, et dans ce cas-là, il a la solution miracle? Comment ça fonctionne le droit aujourd'hui et les avocats? Quand vous n'avez pas d'argent, vous tournez vers l'aide juridictionnelle ou vous prenez un avocat commis d'office, qui ont parfois à tort mauvaise presse. Il y a à Paris. Mais il faut être accusé pour ça, non? Pour un commis d'office. Bah, vous êtes en garde à vue, vous pouvez avoir un commis d'office. En garde à vue, vous avez un litige avec votre voisin, qu'est-ce qu'on fait? Si vous n'avez pas d'argent du tout, vous tournez vers l'aide juridictionnelle, qui peut être partielle ou totale. Donc c'est en fonction de vos revenus. Et moi, je recommande ça aux gens. Et on dit que les avocats désignés au titre de l'aide juridictionnelle sont parfois incompétents. C'est ce que les gens disent, et c'est parfaitement faux. Si je prends l'exemple de Paris, pour être avocate commis d'office, c'est un concours très difficile à passer. Vous avez été commis d'office? Oui, j'ai passé le concours pour l'être. Je ne le suis plus aujourd'hui, mais les 2 premières années, je l'ai été, oui. Mais on se retrouve face à quoi comme situation, par exemple? Alors, commis d'office, c'est pas forcément si vous n'avez pas d'argent. On demande un avocat. Bon, oui, dans les mais faits, vous avez été avocat. J'ai fait des gardes à vue en étant commis d'office. Vous voyez toutes les situations, les trafics de stupéfiants, les violences conjugales. Vous voyez pas toute la misère de la société, mais vous voyez des choses assez difficiles, oui. Est-ce qu'un avocat pas cher est forcément moins bon qu'un avocat très cher? C'est la question que tout le monde se pose. Un avocat pas cher passera parfois moins de temps sur votre dossier qu'un avocat plus cher. Parce que si vous êtes à l'aide juridictionnelle, que vous avez plein de dossiers, par exemple une commission d'office, être commis d'office, tribunal correctionnel à Paris, c'est extrêmement mal payé. C'est une journée d'audience, ça doit être 300 €. Ouais. Donc évidemment, il passera peut-être un peu moins de temps. Est-ce qu'il sera moins bon? Non. Vraiment pas. Enfin, moi, j'ai pas du tout une mauvaise opinion des avocats commis d'office. Sarah Saldman, Le Bon Droit en toute saison, c'est chez Robert Laffont et ça sort aujourd'hui. Merci beaucoup, Sarah. Merci Pierre. D'être passée par le studio.